Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. C'est parti, nous mettons enfin en place ce type d'émission qui nous tient à cœur parce que voilà, on parle des sorties, ok, on parle des nouveautés, super, on fait des émissions transverses, des thématiques, des focus sur des séries entières, mais on n'avait pas la formule parfaite, peut-être pas parfaite, pour revenir sur des séries en cours qu'on suit à chaque sortie et qu'on adore. Mais vous imaginez, on en suit pas mal et faire des choix, c'était émission quasi impossible, donc cette fois on vous a laissé la main, on a organisé un sondage en vous proposant une quarantaine de séries et chacun des votants avait jusqu'à 6 choix à faire. Vous avez été plusieurs centaines à voter. Pas mal, hein. Vous avez été plusieurs centaines à voter et vous avez fait cette belle sélection dont on va parler maintenant dans cette émission et dans celle de mardi prochain. 6 séries, hein. On a pris les 6 premières et le moins qu'on puisse dire c'est que vous n'avez pas choisi les meilleures ventes ou les plus populaires forcément sur les 6. C'est un peu agressif là. Non, c'est bien je trouve. Donc au programme aujourd'hui on a Die Dark d'Ayashida Q, on a Asadora de Naoki Urasawa et Sakamoto Days de Yuto Suzuki, et la semaine prochaine on va avoir Journey Beyond Heaven. Ah, c'est clairement pas les meilleures ventes. Là on est vraiment sur le fond du fond. On a Dan Dadan qui est un peu plus haut mais bon, et on a aussi les carnets de l'apothicaire qui est probablement la plus populaire des 6 à date, Ouais, et dont on a quasiment pas parlé en plus, les carnets de l'apothicaire. Donc là c'est vraiment le choix de allez donc faut s'y mettre les mecs maintenant. Bah ça tombe bien avec Julie, on va pouvoir vous en parler la semaine prochaine. Donc voilà, vous avez un peu le programme des 2 prochaines émissions. Nos séries à suivre, partie 1, c'est parti dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le premier podcast sur le manga en France. Et ouais, on se la pète ici. Merci à vous d'être chaque semaine plus nombreux à nous écouter. Salut Robin, salut Cagnard. Salut. Vous aimez bien quand on se la pète comme ça ou pas? Écoute, c'est vrai qu'on le fait pas si souvent que ça, donc autant prendre notre plaisir. On devrait le dire à chaque fois en fait, mais le podcast J'aime numéro 1. bien En fait, ça parce va être que- notre nouvelle accroche. C'est plus le podcast de débat, c'est le podcast numéro 1. il nous faudrait une grosse voix de ça, un comédien super connu avec une grosse voix qui fait le podcast numéro 1. Moi j'aime bien parce que c'est vraiment genre on est les premiers mais on est un peu nuls quand même. C'est le podcast quoi. Donc moi ça me va, ce niveau de notoriété on va dire, pour se la péter ça me va. On est les premiers les plus nuls, c'est nous. Si vous nous découvrez seulement maintenant, sachez que nous revenons chaque semaine pour 1 heure de podcast, parfois plus et rarement moins, pour parler de manga, essentiellement de manga problématiques, analyses, top 10, recommandations et découvertes sont donc au programme. Scrollez et vous verrez que c'est très varié. Si vous aimez ce qu'on fait, peu importe l'appli sur laquelle vous nous écoutez, merci de mettre une petite note, sauf dans les applis où on peut pas mettre de notes, et surtout pensez à activer les notifications. Voilà, trêve de perte de temps, trêve d'autopromotion. On a 3 mangas à passer dans cette émission et on pourrait faire 1 heure sur chacun si on s'écoutait. Oui. Clairement. Donc voilà, ça ne tient pas qu'à nous. Vous avez écouté, attention, ça va spoiler aussi assez dur, puisque voilà, c'est le problème un peu de ces émissions-là. Et c'est pour ça qu'on a galéré à trouver la bonne formule, puisque il faut que vous soyez ouverts au spoil. Croyez-nous, ça c'est bon pour la santé, le spoil. Ou alors faut être à jour, donc c'est pas toujours évident, mais on est obligé, si on veut un petit peu se faire plaisir, de parler des derniers tomes sortis et de parler de l'histoire plus globalement, même si c'est pas trop notre genre de te dire il y a Bidule qui meurt à tel endroit, mais bon. Mais je pense que là cette fois-ci dans le descriptif des émissions on essaiera d'être un petit peu plus rigoureux que d'habitude et mettre vraiment des timecodes précis de à quel moment on parle de quelle série, comme ça vous pouvez regarder et mettre que la partie du manga que vous connaissez, et si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler les autres quoi. Voilà, donc ça fait 5 minutes qu'on a commencé, il nous reste 55 minutes, 1 heure, parce qu'on va déborder, donc ça fait 20 minutes chacun. Voilà, c'est parti, on commence avec Sakamoto Days. Dans 20 minutes, on parlera de Die Dark, et dans 40 minutes, on parlera de Asadora. Sakamoto Days donc, de Yuto Suzuki. 12 volumes sont d'ores et déjà disponibles. Ça va vite, ça va très très vite. C'est un manga hebdo qu'on retrouve dans le Weekly Shonen Jump, et c'est l'histoire d'un assassin légendaire.
probablement le meilleur de sa génération, et ce mec a pris sa retraite puisqu'il est dorénavant le brave patron d'une petite supérette, bien rangé, aux côtés de sa petite famille, et il découvre que sa tête a été mise à prix, tout ça à cause d'un dénommé Slur. Slur, comment vous le lisez vous dans votre moi tête? je dis Slur aussi. Ouais, Slur. Eh bien, pris dans l'engrenage, il essaie de comprendre le pourquoi du comment, et il se retrouve au milieu d'une bataille entre la FJA, la Fédération Japonaise des Assassins, et donc ce fameux Slur. Et ça, c'est l'un de tes mangas préférés du moment, toi, Robin? Ouais, carrément, moi c'est vraiment un vrai régal ce manga. Alors je dois avouer que j'avais mis du temps à vraiment prendre mon plaisir sur ce manga parce que bon, on le dit souvent dans cette émission, mais il y a beaucoup de shonen notamment qui se révèlent que passer un certain nombre de tomes. C'est vrai que le début de Sakamoto c'est très routinier, on va dire, c'est une espèce de formule qui se répète, puis au bout d'un moment bah, ça rentre dans le dur et ça devient vraiment ce que t'as décrit dans le pitch, et là franchement c'est un kiff quoi. Chaque tome, t'as l'impression qu'il y a des nouveaux persos qui arrivent, des nouvelles façons de mettre en scène de la bagarre et tout, parce que vraiment c'est ça, moi je pense, le plaisir premier dans ce manga que j'ai retrouvé, où ça faisait longtemps que j'avais plus eu ça, c'est ce truc de prendre du kiff à regarder des mecs se foutre sur la gueule avec des idées de mise en scène toujours plus improbables les unes que les autres, et vraiment au bout d'un moment ta mécanique de lecture, c'est de te dire mais qu'est-ce que ça va être la prochaine trouvaille qu'il va avoir avec un nouveau personnage qui va arriver avec une nouvelle technique de combat, une nouvelle arme, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir trouver pour encore une fois nous surprendre dans la manière dont les mecs se battent quoi. Maximilien, je vais être clair. C'est mon shonen préféré. À l'heure actuelle, vraiment, je le dis et je le répète, j'arrête pas de le dire autour de moi, genre, lisez Sakamoto. Alors, ne faites pas la même connerie que moi d'avoir trouvé les premiers tomes, les 2-3 premiers tomes, un peu bof, finalement. mais parce que du coup, je les ai pas achetés au départ, et du coup, maintenant, il faut que je les rachète tous en même temps, mais vraiment, c'est dans le ton. En fait, pour moi, c'est comme si l'auteur, il avait décidé de consacrer une série entière à la Brigade Fantôme. Il s'est dit ça va être ça, exactement. Ma série ça va être la Brigade Fantomée, et ça rejoint ma théorie de l'époque quand Toriko était sorti, où je disais bah lui il a décidé de prendre l'examen des hunters gourmets, il a dit bah je vais en faire une série, et mine de rien je trouve ça alors déjà ça prouve à quel point Togashi est partout, et à quel point Togashi a créé une espèce d'univers entier où voilà tu peux même juste picorer une idée et en faire une série, mais c'est vraiment pas pour dénigrer Sakamoto, parce que je trouve qu'il réussit mais brillamment tout ce qu'il entreprend. Et effectivement, si au début on est un petit peu plus dans un, j'appellerais pas ça un gag manga parce qu'on est déjà dans de l'action, mais même au niveau du dessin on ressent pas forcément la touche qu'il va mettre dedans. Et puis au bout d'un moment, comme tu dis Robin, c'est les personnages qui vont faire beaucoup, vu que évidemment les tueurs vont s'enchaîner, tous les tueurs qui veulent tuer Sakamoto vont arriver, en fait ils ont tous des personnalités toutes plus bizarres les unes que les autres, c'est tous des personnages extrêmes, tu vois, dans leur manière d'être, ils sont extrêmes, ils sont dérangés, pour moi ils ont vraiment un grain, et quelque part ça me rappelle beaucoup les personnages d'Assassination Classroom ou de Neuro, qui sont des persos que tu sais, c'est loco, tu vois, c'est vraiment ça va pas dans leur tête, et c'est toujours hyper cool à suivre. Donc déjà d'un point de vue perso je trouve ça assez génial, et après Robin comme tu dis la mise en scène c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Quand on parlait la semaine dernière des mangas un peu parodiques mais qui savent se prendre au sérieux, évidemment on a cité Sakamoto à ce moment là, c'est à dire que chaque phase dramatique, sérieuse, apparition, putain mais t'es dedans quoi, tu ressens les coups, tu ressens les impacts, c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire en mise en scène en fait. Bah ça tombe bien que tu parles de l'émission de la semaine dernière, on parlait notamment de Kindergarten Wars, et ensuite j'ai rencontré l'autrice de Kindergarten Wars et je lui ai demandé si elle avait l'impression de s'inscrire dans une certaine vague avec Sakamoto Days. Ouais. Et elle m'a dit alors pas du tout. Ouais, c'est pas ils que vont toujours dire ça. Ouais non, globalement ce qu'elle m'a dit c'est pas que j'ai voulu copier ou quoi, mais le sentiment que j'ai, là elle me livre son sentiment, c'est que John Wick a eu énormément de succès au Japon, et que lui comme elle ont tous les deux saisi ce truc qu'on retrouve aussi de John Wick, avec des personnages assez particuliers, un humour particulier, et ils l'ont retranscrit ça à la sauce manga. Mais moi j'ai une intuition quand même que ça a beau partir un peu de la même manière les deux mangas, Sakamoto et Kindergarten. Bon là on fait un écart sur Kindergarten, mais je pense que ça va pas du tout se développer de la même manière, même si les deux se développent, chacun se développer vraiment bien et développer un univers à mon avis intéressant, chacun à leur manière. Mais je rebondis sur ce que disait Cagnard sur
les personnages, moi c'est vrai que c'est un truc aussi que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est la manière dont il introduit très très bien à chaque fois les nouveaux personnages, et pourtant Dieu sait s'il y en a beaucoup, vraiment, en 12 tomes, il y en a... Un par tome au moins, minimum. voire plus, et à chaque fois ils sont super bien introduits, et surtout il fait un truc qui est toujours généralement super gratifiant, enfin en tout cas super efficace en shonen, c'est qu'il introduit tôt des personnages dont tu sais qu'ils auront une importance plus tard, tu vois. Et ça, du coup, tu vas avoir en tant que lecteur, tu vas vraiment te projeter, te dire putain, mais ce mec-là, je suis sûr que quand il va vraiment entrer en scène, là, ça va chier des bulles et tout. Et vraiment, tu t'arrêtes pas de toujours imaginer ça. Et là, bon, en 12 tomes, il s'avère que ça y est, des personnages qu'on avait vus peut-être au tome 3 ou 4 ont commencé à avoir eu leur petit moment de gloire et tout. Et vraiment, très vite, tu commences à tu commences à comprendre que cette galerie de persos, chaque lecteur va un peu avoir son favori. Je pense que si on fait notre sondage entre nous trois, on a chacun un personnage différent, et ils sont tellement bien campés, il y a tellement des idées à chaque fois de design sur le perso, de design sur l'arme qu'il va utiliser, parce que ça aussi c'est un truc qui est très intéressant dans la série, c'est effectivement il y a cette dimension comme vous aviez dit dans l'émission précédente, de pastiche, de vraiment utiliser un genre, et là effectivement il y a ce côté film de kung-fu où genre en général dans les films de kung-fu le personnage va toujours utiliser des éléments du décor, des objets du quotidien comme une arme, mais là vraiment dans Sakamoto il a poussé ce curseur où c'est littéralement l'arme du personnage, quoi. C'est ce qui va le définir, c'est cet objet qu'il va utiliser, avec lequel il va avoir des techniques de ouf et tout. Et donc vraiment ça, entre le design du perso, la manière dont il va se battre, dont il va utiliser son équipement, son arme et tout ça les caractérise vraiment de manière hyper précise et hyper puissante. Et ouais, ça participe aussi, je pense, de la qualité de la série, quoi. Et de manière plus globale, je trouve que c'est un manga qui est quand même résolument moderne, parce qu'on est beaucoup plus proche des personnages qu'avant. Il y a 20 ans, il y avait toujours un plan un peu plus large, on les dessinait peut-être un peu plus petits. Là maintenant, dans Sakamoto Days, on est dans une vague qui, avec d'autres mangas, on est un peu plus proche des personnages, un peu plus dans l'action qu'on pouvait l'être avant. Ce qui fait que des fois, on sait plus du tout exactement où on est, mais on est obligé de faire confiance à la mise en page. On est là, on est moins en train d'observer, d'essayer de décrypter. On se laisse aller dans une certaine mesure dans toutes ces scènes d'action qui déploient, parce que là de l'action, quand t'arrives au tome 12, t'en as eu combien, 6 tomes presque, oui, c'était quasiment que de l'action. Carrément. Et en même temps, tu vois, c'est aussi quelque chose que je reproche au manga, c'est peut-être son scénario. Je trouve que pour l'instant, le manga, il est plus l'idée par les actions, par les nouveaux personnages, comme tu dis, les combats, et pour le moment, au niveau du scénar, je trouve que c'est encore un peu timide. Et en fait, en lisant les derniers tomes, je me disais, mais en fait, ça fait qu'une dizaine de tomes. C'est normal. En fait, c'est assez normal, parce que présentement, si on doit prendre un pastiche, moi je le vois un peu comme un battle royale de tueurs, quoi. C'est vraiment, on va un petit peu tous s'affronter. C'est quasi une kill list sur Sakamoto, mais même ce truc, très rapidement, il passe. Et en fait, à la base, Sakamoto attend les tueurs dans sa boutique, et très rapidement, il sort au-delà, et il va même chercher lui-même Slur. Enfin, il essaye de... Et heureusement. Mais du coup, c'est vrai que c'est un petit truc que j'ai en moins, c'est genre... En fait, je sais pas vraiment ce qu'on fait ici. Je sais pas vraiment ce qu'on fait dans ce manga, tu vois. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce que Sakamoto cherche, à part la tranquillité, évidemment. D'ailleurs, on parle de Sakamoto, mais c'est pas lui le personnage principal. C'est l'un des rares mangas où le mec, dans le titre, c'est un personnage, il est pas secondaire, mais pour moi, il est pas au cœur de l'intrigue, tu vois. Je sais plus si c'est dans le 11 ou dans le 12, on le voit pas du tout. Ah, mais dans un des 3 derniers tomes. Tu regardes les sondages de popularité, il est genre 6e ou 5e, tu vois, et il y a 4 persos devant lui. Ce qui est vraiment rarissime dans un shonen manga. En général, le héros, il est forcément numéro 1 ou 2, tu vois. Il est podium, quoi. Ouais, voilà, il est au moins sur le podium. C'est rare les mangas qui arrivent à mettre autant en scène des personnages extérieurs qui arrivent au fur et à mesure, et du coup, forcément, moi je pense à One Punch Man, tu vois. C'est exactement ce que je me dis. C'est vraiment, et ça pour moi, c'est une vraie capacité de création de personnages, tu vois. Et One Punch Man, j'ai aussi ce sentiment-là, alors qu'on a une tomaison qui est beaucoup plus grande. Je ne sais pas ce qu'on fait là. Je sais pas vraiment ce qu'on fait dans One Punch Man, mais ce qui me lead, c'est les putains de scènes d'action, les putains de scènes de mise en scène, et qui font que vraiment j'accroche. Alors en plus, ce qui était drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un tome de Sakamoto qui sortait, il y avait un tome de The Fable qui sortait à côté. J'adore ces deux séries, vraiment. The Fable, je vous conseille, lisez-le. La même, The Fable, avec un début un peu timide, mais qui est vraiment très bien. Et j'adorais avoir ces deux visions du tueur, en fait, tout simplement, avec un truc très réaliste du côté de
de The Fable où tu vois une vraie organisation, et du côté de Sakamoto c'est l'organisation mais complètement fantaisiste quoi, c'est carrément une fédération des tueurs, tu vois, c'est hyper fantasmé à la japonaise et tout, et il y a vraiment un côté excentrique que j'aime bien, pas crédible, où tu sais que comme tu dis Robin, un personnage que tu vas voir arriver, je pense à un petit vieux en particulier où voilà, son arrivée elle est complètement malade, ou dans l'école le gardien avec sa casquette, tu vois, il arrive à mettre, même il a rien fait ce gardien encore, mais tu le vois, tu te dis ouais, non, il va se passer un truc là, il va se passer un truc avec ce mec. Et alors, sondage de popularité, vous votez pour qui? Moi, mon perso préféré, ouais. Moi c'est le gars avec les marteaux là, Shishiba je crois il s'appelle, j'aurais dit lui, ouais. J'ai pas franchement, j'ai pas. Lui ou le vieux au katana, mais ça se voit entre ces deux-là. Le vieux au katana, il a été encore un peu discret là pour le moment. Je l'attends un petit peu plus, mais pour l'instant, mais genre même pas Shin. Non, il est trop shonen pour moi. Lui, tu vois, il faut quand même un. Mais tu vois, Shin remplace le personnage principal d'un shonen pour le coup. Ouais. Vu que Sakamoto le fait pas. De toute façon, c'est ça, et c'est aussi, je pense, pour ça qu'on a commencé à l'aimer un petit peu avancé dans l'histoire, ce manga, c'est qu'à un moment donné aussi, il se met à réutiliser certaines étapes un peu inévitables du shonen. Ouais. L'épreuve de sélection, l'école, tout ça. J'ai eu peur pour l'école, j'ai eu un peu peur. Mais ça arrive un peu à rebours, un peu à contre-temps, tu vois, par rapport à un shonen classique où effectivement, si tu prends Hunter, la sélection c'est tome 1, tome 1 quoi, tu vois. Là, ça arrive vraiment tome 7, 6, 7, tu vois, un truc comme ça. Et il rate. Et en plus, surtout, cette sélection, en fait, n'a aucun sens. Enfin, elle sert à rien, si ce n'est, encore une fois, à introduire des nouveaux persos. Et du coup, je trouve que c'est une utilisation assez maligne de ces codes, de ces étapes, parce que nous, en tant que lecteurs de shonen un peu avertis, on les connaît, on les voit, on sait ce qu'il va pouvoir en faire. Et il arrive quand même à te surprendre avec ça. Et en même temps, en te faisant prendre ce kiff assez premier degré de voir qu'en fait, il va quand même aller là-dedans, quoi. Et c'est ça aussi, cette petite alchimie qu'il prend finalement. Et en plus, il y a encore une fois, comme dans Kindergarten Wars, moi j'y vois un vrai attrait cinématographique du cinéma d'action, blablabla, des années 90. Il y a même un personnage vraiment littéralement. Oui, voilà, qui est réalisateur. Mais John Wick ou pas John Wick alors? Moi j'aime pas trop John Wick en fait. D'ailleurs j'ai rematé le 1 il y a pas longtemps, je me suis dit ok, le 1 il est ok je trouve, mais après je trouve que ouais je sais pas, il y a vraiment un truc américain de plus gros où tu me perds un peu, alors que je suis d'accord avec toi, John Wick a cette idée très bonne qu'ils ont dans Sakamoto d'organiser une société il y a criminelle, il y a vraiment un lore tout autour. Voilà, t'as l'hôtel où il ne peut rien se passer et tout, et je trouve que c'est toujours malin de transformer ça en entreprise. Parce que en plus tu vas te demander quels sont les trucs que toi tu connais en entreprise, à quoi ils ressemblent dans ces milieux-là, genre des congés payés, tu vois, tu peux te poser plein de questions à la con. Mais tu vois, moi en tant que adorateur de films d'action, j'ai regardé Roadhouse sur Amazon, voilà à quel niveau j'en suis. Je prends mon kiff d'actionneur, tu vois, de films d'actionneur où genre ouais c'est débile, ouais c'est décérébré, mais franchement c'est à fond, c'est vraiment à fond tout le temps, et du coup moi je suis à fond tout le temps dans ce manga quoi. Et c'est ça qui est bien aussi quand tu vois toutes ces fédérations, quand ils organisent en fait le lore et leur univers, tu vois que c'est vraiment dans des codes très précis pour plaire à un public très large qui a été élevé, biberonné au manga du Jump. Et alors là, t'as ta petite dose en plus, quoi. Ouais, non, mais tu vois, t'as les mecs de l'ordre qui sont effectivement donc ce fameux gars, ce fameux Shishiba avec ses marteaux dont il fait partie et tout, qui sont les gars en costard noir, avec l'ancien rival de Sakamoto qui est là-dedans et tout. Et ça, c'est clairement des trucs que t'as vu, tu vois. Ça m'a aussi fait penser à Black Cat dans l'esprit quand il retrouve ses anciens compagnons d'armes, parce que le mec s'est rangé aussi dans Black Cat. Enfin, il y a tout un truc où tu vois aussi ces espèces de rapports de force entre lui et ses anciens collègues, lui et ses ennemis qui sont en fait des anciens collègues. Enfin, tout ça, c'est des trucs effectivement où tu voyages un peu dans un truc que tu connais, mais encore une fois, il arrive vraiment à lui trouver sa sauce à lui. C'est vraiment effectivement comment il va implémenter des personnages incroyables, des mises en scène de combat. En plus, il a quand même une manière de mettre en scène l'action qui est
qui peut paraître un peu, comment dire, bourrine, tu vois. Genre, c'est vraiment, au bout d'un moment, il y a une espèce de recette, quoi. Il fait un peu tout le temps la même chose. C'est deux mecs qui se battent avec. Arrivé badass. Mais je sais pas, il a cette manière de suspendre le temps et de arriver à trouver. Alors, c'est souvent, ça marche par des grosses doubles pages, des trucs comme ça et tout. Mais donc, je pense qu'il a sa petite mécanique, sa petite musique à lui, tu vois, qu'il a réussi à trouver. Mais je trouve que c'est vrai que dans la manière dont ça rend l'intensité des combats, l'intensité des coups, moi, ça fait longtemps que j'avais pas lu un truc comme ça qui me fait ressentir ça à ce point, quoi. Et toujours dans les codes, il y a aussi ce fameux personnage qui est maintenant devenu une norme dans je crois tous les nouveaux mangas de baston du Jump, c'est le personnage avec la tête d'animal. Et là c'est Kashima avec sa tête de cerf. Et il y en a maintenant, il y en a toujours un. Moi je sais pas, ça m'amuse, j'aime bien moi toujours avoir un personnage qui a une tête d'animal, mais moi j'ai cru que c'était un vrai animal moi, au début. Mais tu sais, comme dans Jujutsu il y a un panda et tout, je me disais oui bah ok, si vous voulez, il y a un homme à tête de cerf, c'est possible. Non mais en plus oui, on est dans un manga, tout est possible en soi. Et je pense qu'on n'en est pas sorti sur le tout est possible avec Sakamoto Days en tout cas. Mais je plus sois sur ce que dit Robin, là, tout ce dont on parle dans la mise en scène, c'est que vraiment il a cette capacité à faire du gigantisme, vraiment, tu vois, détruire une ville, ça ne le dérangera pas pour introduire un personnage, tout simplement, tu vois. Et il y a ce truc vraiment des instantanés, c'est vraiment, il alterne entre trait de vitesse, et d'un coup, stop, pause, et là tu te prends vraiment le splash de la double page dans la gueule. Et d'ailleurs je trouve que c'était marrant parce que j'étais à la foire du livre de Bruxelles, il y avait une petite expo Sakamoto avec des repros de planches un petit peu grand format et tout, et je me rendais compte que les planches je trouvais les plus puissantes c'était justement celles où il n'y avait pas trop de traits de vitesse, pas trop d'artifice, où justement le mouvement suffisait à lui-même et tout, et avec justement des fonds un peu neutres et tout. Et non, je suis d'accord. Et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il met autant d'intensité à dessiner, genre un immeuble qui s'effondre, un truc mais qui doit être giga compliqué à dessiner et tout, que Sakamoto qui arrête une balle avec des baguettes. Il va mettre autant d'intensité dans ça. Et moi, c'est vraiment un des rares mangas où je me marre, mais vraiment, des fois, je pouffe de rire en voyant juste une image à la con comme ça de genre Sakamoto qui a attrapé un bout de chips qui va le jeter tellement fort dans la gueule du mec ou je sais pas quoi, tu vois, que ça va le rendre KO, quoi. Mais le Sakamoto vieux, un vieux gros, c'est tellement le meilleur chara design du moment. Quand il se transforme, c'est pas mal quand même. Moi, je l'attendais un peu cette partie-là. Mais tu vois, ça, je trouve qu'aussi, à un moment donné, il en joue un peu de ce truc parce qu'au début, je me suis dit. Ça me faisait un peu chier au début le truc de mais en fait il faut qu'il maigrisse pour devenir fort et tout. Je suis d'accord. Et à un moment donné il y a la petite vieille qui lui dit non mais t'as pas besoin de maigrir, il faut que tu gardes ta forme et que tu t'acceptes et tout. Et là je me dis là, en vrai c'est assez malin d'avoir fait ça parce que je trouve que ça, tu vois, ça contrebalance un peu ce truc et ça c'est aussi un message un peu de body positive, tu vois, de dire oui complètement, sois heureux dans ton corps et tout, et enfin ça je trouvais ça assez malin. Mais je trouve que vraiment c'est vrai que voir ce mec qui a un peu un physique pas du tout de combattant faire des trucs incroyables et tout, et vraiment utiliser encore une fois les éléments du décor pour faire des trucs complètement improbables, mais des fois vraiment je me prends à rire tout seul juste en voyant l'inventivité du gars juste sur les fois où il regrossit et compagnie quand il est dans l'école et qu'il s'introduit déguisé en fille et qu'à un moment il essaye d'être hyper sérieux parce que Sakamoto a toujours un regard sérieux plat, en fait tu sais pas s'il est énervé ou quoi que ce soit, il est plat et il est en train de parler très sérieusement en fille, et en plus il redevient gros d'un coup, et t'es là, mais j'ai éclaté de rire tout seul, j'étais là, mais c'est débile, parce qu'il tient sa phrase en plus, tu vois, au lieu d'essayer de s'esquiver ou autre, il finit sa phrase, genre oui, tout le monde va trouver ça normal, tu viens de prendre 50 kilos d'un coup, vas-y, continue. Et scénaristiquement, vous attendez quoi de la suite ? Bah moi en vrai je me laisse un peu porter, j'avoue. Bon, je rejoins un peu Canard sur le fait que peut-être le seul point faible du titre ce serait effectivement ça, ce côté le scénario en vrai quelque part on s'en moque un peu, on a juste envie de voir les personnages avancer, potentiellement en découvrir encore des nouveaux et tout, mais donc là j'avoue je sais pas trop, je m'attends quand même peut-être à ce qu'on ait peut-être à un moment donné un flashback un peu plus important sur les classes de Sakamoto, tu vois. Ça pour l'instant on a eu des petits éléments par-ci par-là, mais on n'a pas un vrai déroulé un peu précis. Je me dis ça, peut-être ça va arriver et ça peut être assez cool d'avoir justement sa relation avec les trois, presque un mini arc de légende de 3 tomes. Mais voilà quoi, ça j'avoue ça me ferait plaisir de voir ça. Et toi Cagnard ? Comme dit précédemment, voilà le scénario là je vais être honnête, ce que j'attends c'est qu'on passe l'arc de Slur.
Pour moi, Oui, c'est pas faux. il y a un côté où À un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Ouais, il est là depuis trop longtemps et on l'a pas encore vu affronter vraiment, donc ça va, on a compris que c'est le grand méchant. J'ai bien envie qu'on passe à l'arc suivant où il peut reprendre depuis le début un peu, tu vois. Et puis quelque part, il est même pas si intéressant que ça en pour tant le moment, qu'antagoniste, non. tu vois, c'est vrai. Pour le moment, tous les autres sont beaucoup plus impressionnants, si ce n'est que lui est très ténébreux, encore plus que les autres. Donc ouais, pour faire un peu ma mauvaise langue, je dirais vite, passons l'arc de Slur et raconte-moi d'autres trucs. Sakamoto Days de Yuto Suzuki. Il y a donc d'ores et déjà, même 12 tomes disponibles en librairie et le prochain arrive dans quelques semaines, puisqu'on est sur des parutions assez serrées, puisqu'on est sur un manga hebdo issu du weekly Shonen Jump. Passons maintenant à la suite de cette émission avec un manga bien meilleur que Sakamoto. En fait, c'est juste mon préféré des 6 en fait. Rappelez-vous, on était en début janvier 2023, on faisait l'émission de nos mangas préférés de 2022. Sakamoto Days est arrivé 4e et à la première place, il y avait Die Dark de Hayashi Dakyu. Et moi, ça reste toujours mon premier. Quelques mois, et plusieurs mois quand même depuis, ça reste quand même le manga que je suis le plus... comment dire, le plus fidèlement, parce que chaque histoire, mais chaque page et chaque bout d'histoire, je me marre dans Die Dark. d'Hayashi Dakyu, c'est 6 tomes disponibles, c'est aux éditions Soleil. L'histoire de Die Dark, c'est celle de 4 cavaliers de l'apocalypse totalement punk qui font face à une secte lumino-psychotique dans un esprit space opéra avec une déco bien macabre et un ton très drôle, une ambiance légère dans laquelle absolument rien n'est grave, mais où tout est important. Je trouve qu'on est dans l'opposition totale en permanence dans ce manga, c'est-à-dire que il y a des têtes de mort partout, il y a de la mort partout, quasiment même le truc préféré des personnages principaux, c'est de tuer des gens, parce que comme ça ils peuvent récupérer des os pour pouvoir les revendre et s'acheter des trucs avec. Et pourtant on se marre non-stop, quoi. Moi je suis de toute façon grand fan de Kyu Yashida. Du coup cette série, évidemment, moi je la porte toujours dans mon cœur. Bon, pour ceux qui ont déjà lu Doro et Doro, vous connaissez cette patte, vous connaissez cette touche. Pour tous ceux qui ne l'ont jamais lu, il faut découvrir cette touche parce que c'est tellement un ton unique, je trouve, dans le milieu du seinen. Alors, je dis ça comme si j'avais lu tous les seinen du monde, mais évidemment, il doit y en avoir d'autres, peut-être qui s'en rapprochent. Mais je trouve qu'elle a, comme tu dis, elle a ce ton sombre. Je veux dire, tu peux le prendre de toutes les facettes, tu peux prendre toutes les jaquettes. Tu ne peux pas te douter de ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne peux pas te douter du ton. C'est impossible. Et je trouve qu'elle a une espèce de folie où vraiment, tu sais, je pense qu'elle a pas d'éditeur. Je pense qu'elle a pas d'éditeur et juste elle avance et elle fait son truc. Ou un éditeur qui lui fait confiance. Ouais, ou un éditeur qui lui fait confiance, parce que fan d'elle, quoi. Quand je lis Die Dark, chose que j'avais pas forcément dans Doro et Doro, alors peut-être parce que ça me touche plus, parce que Die Dark on est sur de la science-fiction, du space opéra, avec des gros avec des gros guillemets, merci. C'est juste qu'on est dans l'espace avec des démons, tout ça. C'est pas des démons, c'est des êtres obscurs et des ténèbres. Des ténèbres. Et mais j'ai l'impression qu'elle a passé un cap dans son schéma narratif, et là elle nous propose une vraie quête, une vraie aventure dans les règles de l'art qu'il n'y avait pas dans Doro et Doro, qui était un peu plus éclaté dans tous les sens. Ah putain, c'est marrant, je pense l'exact opposé, quoi. Vraiment, je trouve que tu vois, Doro et Doro avait vraiment ce truc du mystère planté dès le tome 1 et qui va qui va suivre, alors que dans Die Dark, encore une fois, je sais pas du tout où elle va. C'est vrai que l'univers est pas tellement planté. Enfin, moi, pour le coup, je vais donner mon avis qui n'a pas lu Doro et Doro, donc j'ai pas. Oui, toi, tu n'es pas un suiveur pas de comparatif. Ah non, t'es de Doro et Doro. T'es pas non plus un suiveur au taquet de Die Dark. Non, voilà, j'avais énormément aimé quand on en avait parlé dans l'émission. J'avais lu les 2 tomes qui étaient sortis et tout, et je sais que c'est une série que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que oui, j'ai pas je me dis que pour le coup c'est une série où
je préfère attendre et me faire plusieurs tomes d'un coup, tu vois. Donc là, chaque sortie de tome, faut relire le précédent. Ouais, voilà, oui, j'avoue. c'est sûr. Et donc c'est pour ça que je suis pas à fond, mais par contre je partage vos analyses sur les qualités. Moi je trouve que c'est une lecture qui est hyper feel good, tu vois, genre bon, je raconte un peu ma vie, mais par exemple ce matin j'avais eu une nouvelle, bon pas gravissime, mais qui m'avait un peu mis le moral, tu vois, un peu bas, un peu down et tout machin. Un truc de taf chiant, et voilà, je prenais le métro dans un mood vraiment pas terrible, quoi. Et là je me dis allez vas-y, je vais me lire un tome de Die Dark pour l'émission, pour me remettre quand même un peu à jour et tout. Et là je me dis putain, mais c'est fou comment ça fait du bien, quoi, de lire ça. Alors que tout dans l'univers a l'air d'être là pour te foutre le cafard. Il y a des têtes de mort partout, c'est hyper noir, c'est glauque, il y a du sang, il y a de la mort partout. La mort, elle est omniprésente, elle est citée toutes les 2 pages. Enfin, c'est un titre qui, dans son esthétique, a tout pour paraître glauque, mais quand tu le lis, t'as la banane, quoi. C'est vraiment ça, c'est un tour de force. Et j'avoue que dans toutes les œuvres que j'ai pu lire ou voir, il y en a vraiment très très peu qui ont réussi à procurer ces sentiments chez moi, quoi. Mais tu vois, quand je te parle d'application des codes du récit d'aventure, le flashback de Spaghetti Boulette à l'école, il est vraiment bien appliqué. À chaque tome, tu as un chapitre de flashback pour arriver quelque part. Et le pire, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive là. Et même ça m'a agréablement surpris parce que tout se raccorde. Ouais, alors que je trouve pas ça si systématique que ça, tu vois, le flashback qui pour le coup revient exactement à la même période. À chaque fois, enfin bon, il le décale un peu. Dans le tome 6, ouais. Mais il est vraiment systémique dans Die Dark. Tu as ton flashback et compagnie qui... Bon, et en fait, tu l'attends à chaque tome. Tu l'attends un peu parce que quand ils sont enfants, c'est quand même hyper mignon parce qu'ils sont horribles. Et de toute façon, moi, ma théorie, c'est qu'ils ont les mêmes problèmes que d'autres enfants. Ah oui, complètement. Ma théorie, c'est que sa capacité à créer des personnages à la fois attachants, à la fois étranges comme ça, c'est parce que c'est des enfants. Pour moi, c'est vraiment des enfants. Ils se comportent tous comme des enfants. C'est vrai. T'as des enfants colériques, des enfants sages, et tu vois, il y a dans les Sacadeau quatre, c'est ça, Sacadeau, c'est l'adulte de la... Sacadeau, c'est l'adulte, effectivement, mais c'est pas Dev de la mort, l'adulte, c'est sûr. Mais par contre, je suis d'accord avec Robin, c'est vraiment assez unique ce qu'elle arrive à créer avec... Alors moi, je vais prendre l'exemple du mobilier. Le mobilier est glauque, c'est que des os partout. Il y a que des trucs qui dégoulinent partout. Et pourtant, mais tu te sens tellement pas oppressé. En fait, c'est comme si t'avais le décor de Berserk, mais avec un ton... ouais, limite tranche de vie un petit peu, tu vois. C'est vraiment joli ces petits os que tu as mis là. Mais oui, et puis toi aussi tu commences à regarder ce mobilier, tu fais bah ouais, j'avoue. Avec tu les as même vus les sélectionner, les acheter, oui, faire leurs courses et tout. Ce que j'adore, mais non, mais c'est là où je dis qu'elle se fait vraiment plaisir parce qu'à un moment donné, elle fait même une page, elle s'amuse à faire une page avec le prix de chacune des armes qu'il trouve au magasin comme dans un RPG lambda, tu vois. Mais il y a un côté assez RPG en fait, mine de rien. Je pense que l'autrice elle est assez fan de jeux vidéo et tout, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui font selon moi référence à des codes du jeu vidéo, de effectivement s'équiper, customiser son vaisseau machin avec une pièce magique qui apparaît d'un coup, tu vois. Ça c'est des trucs un peu mais faut pas y aller. Oui. Mais alors ça, j'ai tellement hâte qu'ils y aillent dans cette pièce magique. Bah évidemment évidemment qu'ils vont y aller. On sait qu'ils vont aller un jour dans cette pièce magique et on sait pas par où ils vont en ressortir, mais elle a l'air géniale. Vous avez parlé de récits avec un système un peu narratif. Moi, franchement, à part effectivement ces flashbacks qui reviennent, qui effectivement créent une espèce de système, le reste du temps, j'ai quand même un peu l'impression que c'est un manga qui avance un peu en improvisant, tu vois. Et à la limite, c'est peut-être ça qui le rend si génial, c'est que t'as l'impression qu'elle a une idée, elle va la mettre dans son bouquin et son éditeur va lui faire confiance en disant bah écoute, vas-y, faisons ça, quoi. Mais j'arrive pas à savoir dans quelle mesure c'est possible d'avoir vraiment structuré sa pensée pour inventer ça, tu vois. En fait, ce qui me ça fait paraît me tellement dire spontané qu'elle l'a structuré, c'est qu'on commence avec le héros, avec Sacadeau, ensuite on rencontre Death, ensuite il y a le flashback, on les voit, bref... Tout est que 6 ans en plus, le flashback qui est pas énorme, hein. Et puis ensuite on rencontre Tokar. Ouais. Et là, le meilleur nom de perso. Le meilleur nom de perso, qui est littéralement la blague qui me fait le plus rire, vu qu'ils sont obligés de dire viens là, Tokar. Mais oui, c'est vraiment. Alors, pour expliquer à tout le monde, donc il y a 4 cavaliers. On dit qu'il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse, et le 4e, c'est un personnage dont le nom c'est Tokar. Tokar Primus. Tokar Primus, tout à fait. Et donc, ils passent leur temps
à dire viens là, effectivement, viens là, Tokar. Viens là, Tokar. Demande à Tokar. Tu fais quoi, Tokar? Alors, Tokar est mort. Enfin, c'est vraiment le meilleur nom de perso, alors que littéralement, quelqu'un me propose un scénar avec écrit ça, je vais mettre un enfant ou quoi? Trouve-lui Mais un vrai nom. ça, tu vois, je pense que pour le coup, c'est une trouvaille de traduction assez brillante je aussi, pense. parce que je ne sais pas quel est le mot en japonais, évidemment. Moi non plus. Mais par contre, je pense que le traducteur a trouvé littéralement le mot parfait C'est clair. pour ce que l'autrice voulait dire, parce qu'en fait, c'est vraiment, je sais pas, je trouve l'espèce d'insulte la plus tu sais, qui ridiculise vraiment quelqu'un et en même temps en étant pas trop vulgaire, tu vois, et c'est vraiment parfait, quoi. Mais je pense que c'est ton traducteur préféré parce que tu louais la traduction de Hiraya Sumi et c'est le même traducteur sur Die Dark, mais il est Sylvain très fort. Cholet. Après, je pense que c'est toujours pareil, la traduction, il y a des très bons traducteurs, mais il y a aussi, je pense, le matériau d'origine qui, à mon avis, est très bien écrit. Et puis, de toute façon, on voit aussi que les blagues rebondissent sur le visuel. Enfin, c'est aussi, c'est un tout, tu vois. Mais là, vraiment, ouais, il y a des trucs, tu vois, le Tugudu, c'est une super idée. Je ne sais pas quel est le terme, encore une fois, en japonais, mais c'est super marrant, quoi. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont trop cool. Mais ouais, Tokar, effectivement, meilleure vanne. Meilleure vanne. Et donc, pour revenir à mon explication, donc là, on arrive aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et si tu prends un manga d'aventure lambda fantasy, on est sur le même schéma des personnages qui avancent et qui font des rencontres. Mais t'es sûr qu'ils avancent? Je sais pas, moi. Je sais pas où ils vont, moi. Alors, on comprend pas l'univers parce que c'est un espace très... Et elle a décidé de pas l'expliquer. Au Oui. contraire de Doro et Doro, où elle expliquait dès le début. Ouais. Là, pour le coup, on découvre au fur et à mesure des règles, des trucs, des sectes. C'est vraiment... Partez à la découverte de l'univers. Mais il y a vraiment ce fond de schéma technique qui apparaît et qui me saute aux yeux. Et ce que je trouve absolument génial avec Die Dark et qui s'oppose en tout point à Sakamoto Days, c'est qu'on reste concentré sur les 4 personnages du début. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas, à l'inverse de Sakamoto, il n'y a pas ce truc de nouveaux personnages qui arrivent en permanence. Il y a quand même de temps en temps des nouveaux personnages, mais c'est vrai que ça reste concentré sur les 4 personnages principaux et ça lui donne presque une dimension un peu tranche de vie, tu vois, où... tu sais, ça pourrait être un peu du Cowboy Bebop aussi, mais un peu bizarre, tu complètement. vois. C'est-à-dire que c'est les mêmes mecs que tu vois tout le temps et qui, au bout d'un moment, tu commences à un peu capter les interactions qu'il y a entre eux et tout. Mais ouais, effectivement. D'ailleurs, tu vois, genre, c'est pareil, les quêtes. Enfin, Tokar, sa quête, c'est quand même qu'il veut les... Enfin, moi, là où j'en suis en tout cas, il veut les os du personnage principal parce que ça permet d'exaucer tous les souhaits. Et lui, son souhait, c'est de perdre son nom parce qu'il en a marre que les gens l'appellent Tokar, tu vois. C'est vraiment... Mais ça change. Oui, ouais, bon, ça voilà, a changé mais en tout un cas, peu. Il y a un ce qui est petit vrai, élément. en plus, rien ouais. que ça me tuait de rire, mais voilà. Il essaye de devenir Hellmaster après. Ouais, oui, d'accord. Mais c'est ça qui est trop drôle, c'est qu'en plus il l'appelle Tokar et à chaque fois il y a un running gag où il part en courant en faisant arrêtez de m'appeler Tokar, c'est tellement bête, c'est tellement drôle. Et après, bah non Maxime, je suis pas d'accord, il y a aucune structure là-dedans. Mais moi, je la vois, elle est tellement visible. Les personnages, elle est lumineuse. Ils viennent, je sais pas qui ils sont. Mais moi, à tel point que des fois, je les vois faire des trucs et je reviens en arrière pendant attends, mais pourquoi ils font ça déjà? Et tu vois, donc je trouve qu'au final, c'est plus un plaisir d'essayer d'imaginer où est-ce qu'elle va t'emmener que de vraiment s'intéresser à la quête en elle-même, tu vois. Même regarde, même dans les derniers tomes là, il y a quand même cette idée très tôt de il faut qu'on remonte la piste de la secte et tu te dis bon ok, ça c'est un arc, tu vois. Là vas-y, on va se rentrer dans un arc. Piste de la secte, puis de la planète un peu primaire. Ouais, de la planète. Vas-y, ça a duré même pas un tome, ils sont déjà arrivés au bout. C'est déjà genre bah, Attends, ok, on est c'est sur bon, le combat on y est. final, il est pas fini encore. Mais oui, mais c'est déjà quasi fini et je suis là, mais trop bien. Franchement, trop bien de pouvoir me sortir de ma torpeur de lecture, de pas me filer de scénario. Ça, c'est vraiment un truc, tu vois, genre, faut vraiment m'accrocher pour que je reste alors que je comprenne rien. C'est quand même assez rare. Mais là, ça me fait rire. Je suis d'accord avec toi, même niveau dessin, je trouve que elle s'est encore améliorée. Je pense surtout aux extraterrestres du coup de la planète de la secte justement. Je trouve qu'ils sont hyper détaillés, hyper bien dessinés. Il y a tout, il y a un truc en fait très organique dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que même la technologie est organique, tout est organique et il y a un truc, ce manga je le trouve palpable quelque part, tu vois. Mais je reviens encore à mon histoire de structure. J'y réfléchis, tu vois. Tu me dis il y en a pas, mais là, effectivement, tome 6, ils arrivent, ils bouclent presque un arc qui sera probablement bouclé ensuite, où ils vont rebondir sur la recherche qu'il l'ait pas bouclé dans les bonus, de la planète. tu vois, même. Mais non, mais t'as l'apparition des hommes photons nucléaires qui
eux sont des vrais boss de mi-niveau. Ah bon? Parce que Bon, ça va pas, Ils durent pas longtemps, mais. ça va pas durer bien longtemps, hein, pour eux en tout cas. Mais pour eux, ouais, mais ils peuvent revenir à volonté, donc ils revenir encore plus fort. Avec en même temps, c'est pas- Bling est-ce qui peut. Est-ce que c'est ce qu'on cherche dans ce manga, tu vois, des giga affrontements et est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche? Moi, je suis pas sûr. Bah moi j'ai l'impression d'avoir eu des giga affrontements nuls, mais c'était trop bien. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où aussi on t'a introduit Death de la mort en te faisant sous-entendre que c'est un personnage immortel, invincible, qui peut faire ce qu'il veut. Exactement. Et d'ailleurs, dans le tome 6, il y a la fusion entre Mais oui, Sanko et Death, ce qui les rend Sanko Death. qui les rend encore plus forts tous les deux. Et c'est absolument génial. Et pour ne pas mettre trop vite fin au combat final du tome 6, Death décide de faire une pause. Ouais. Et donc de défusionner pour laisser Sanko tout seul se débrouiller. Mais parce qu'en plus, Death, c'est clairement un personnage méta dans une histoire déjà chelou, tu vois. Lui, il n'est soumis à aucune règle de toute façon. Enfin, pour le moment, hein, ça m'étonnerait pas qu'au bout d'un moment, on trouve quand même un truc. Mais il est tellement soumis à aucune règle que j'ai limite l'impression que c'est l'autrice, tu vois, Death de la mort, quoi. Je dis, ah, mais moi, je veux juste me faire plaisir, je veux juste bouffer. Je veux bouffer et tout. Et qui est super bien roulé, qui est un personnage féminin bien oui, roulé. c'est vrai que ça n'a c'est un aucun personnage sens. féminin. Oui, et puis ça, c'est pareil. Ça, à tel point. Enfin, c'est se dire aussi à quel point l'autrice, elle a l'air de s'en foutre un peu de tout ça. C'est que des fois, elle te spoil des trucs dans des dessins de recherche de personnages qui sont montrés avant la révélation. Tu vois, c'est genre l'apparence, la réelle apparence de Death de la mort, tu l'as avant que Oui, c'est tu vrai. l'as dans un espèce C'est de vrai. bonus d'interchapitre avant même que ça arrive, tu vois. Et je me dis, putain, ouais, non, genre vraiment, on s'en fout de tout, quoi. C'est la grammaire, la grammaire manga, tout ça n'a plus aucun sens. C'est vraiment. Et pour revenir sur Tokar, ce que je te disais je vois sur la aujourd'hui, structure. non, sur Tokar, c'est un peu le. C'est comme ça que tu m'appelles, tu peux me dire, Il est à Die Dark ce que Kenny est à South Park. Complètement. Le nombre de fois où il va mourir, de toute façon, il apparaît pour la première fois déjà complètement décharné et compagnie. Et c'est ce qui va lui arriver pendant. C'est Kenny. Oui, c'est vraiment Kenny. Et donc, Et c'est juste qu'il a potentiellement. Cognard, je sais pas comment vous l'appelez. Et Cognard. Moi, je dis Cognard. Et potentiellement le Ça ressemble à personnage le plus intéressant de la série, parce que tu vois, quand on rentre un petit peu dans son arc à lui, même si c'est un petit peu court, là j'ai reconnu du Doro et Doro, j'ai reconnu du mystère tout simplement, mais même le mystère ça a pas l'air de l'intéresser plus que ça. Donc Maxime, en vrai je te suis sur de la structure. Il y a une structure pour moi qui tient du standalone, vraiment, tu vois, de une nouvelle planète, une nouvelle occasion de rigoler, une nouvelle occasion de faire des conneries. Mais pour l'instant, en tout cas, je vois pas le grand schéma. Je le vois pas du tout. Bah, moi j'ai l'impression que ça va quelque part et que ça va genre aux origines de la création de ce monde. De notre monde. Non, de ce monde, Bah, du monde de ce manga. Moi, ma théorie, c'est que en gros, on est en enfer. C'est juste que l'enfer dans ce monde, c'est un espèce de truc de space opéra, tu vois. Mais c'est comme si l'enfer était dans l'espace, tu vois. Mais J'aime bien l'idée. parce que rien n'a de sens, tu vois. Tout est chaotique. On mangerait des petits pains en enfer, et des petits pains à la vapeur. tu vois, Putain, c'est mais même les recettes. Alors, on connaissait son attrait pour les recettes. Il y en avait déjà beaucoup dans Doro et Doro, mais c'était des vraies recettes. Là, ça n'a aucun sens, les recettes qu'il y avait. Oui, c'est ça, c'est que des fois, c'est des recettes pour soigner Sanko d'un truc, mais c'est raconté à la manière d'une recette de cuisine. Même avec des fausses datas parfois, genre est-ce que tu savais qu'à l'époque les aliments étaient en poudre? Non, c'est faux, les aliments n'étaient pas en poudre. Ça m'a fait mourir de rire, ce passage. Et tu sais aussi un truc que j'ai regardé, c'est quand il y a le mec de la secte et tout qui crée la jarre magique. Oui, là c'est une recette pour faire l'homme photon nucléaire. Voilà, exactement. Et il te met en note prévoir, ajuster les quantités en cas de jarre plus petite. Tu vois, enfin, c'est tellement con. Il y a aussi ça, je pense, qui fonctionne très bien. C'est que c'est débile, mais c'est vachement fait sérieusement, tu vois. Oui, c'est vraiment. c'est moi, vrai. ça m'a un peu fait penser à du. On a l'impression que c'est un mix entre. Je crois que j'en avais parlé quand on l'avait cité dans le meilleur manga de l'année. Ça me fait penser beaucoup à du Metal Hurlant dans l'esprit. La SF un peu décomplexée des années 70, complètement tu vois, barré. où en fait il n'y a pas de limite, on s'en fout, quoi. Genre, c'est la SF est un prétexte finalement pour raconter des histoires où on peut aller aussi loin qu'on veut. Et avec aussi cet esprit un peu Monty Python, ce truc de
faire de la comédie mais hyper sérieusement et hyper absurde et être très sérieux dans l'absurde, enfin très rigoureux dans l'absurde, et je trouve qu'il y a cette espèce de mix avec en plus encore une fois une esthétique, on en a parlé, enfin, graphiquement c'est quand même sublime quoi, c'est ultra bien dessiné, c'est un vrai plaisir visuel à chaque page, et ça ouais ça crée un truc vraiment unique quoi. Avec plusieurs niveaux d'humour, on en a effectivement des visuels, on a de l'humour visuel, on a des blagues de situation, des comiques de situation, du comique de répétition, on a même des fois les noms des chapitres qui sont des jeux de mots. Je me souviens dans le tome 5, je crois, il y a En bonnet difforme. Ah mais de toute façon, il faut tout lire, faut lire tout le texte dans ce qu'elle fait, parce que même quand il y a quand dans la page bonus, quand ça se termine, t'as une petite phrase qui est à l'horizontale, faut tout lire, il y a des blagues partout. Et surtout à la fin de chaque tome, il y a des mots croisés. Des mots croisés. T'as la réponse que dans le tome suivant. J'ai essayé de le faire, jamais j'aurais trouvé ces mots-là. Mais oui, je suis d'accord pour le côté Monty Python, et moi j'ai un ajout supplémentaire en thématique, c'est que moi je vois du cartoon. Je vois du cartoon mais réaliste, tu vois, parce que dans les cartoons les personnages ne meurent pas. Là les personnages meurent, reviennent, mais il y a vraiment un côté et c'est pas grave. Mais c'est important quand même. C'est pas grave, et j'y vois un côté cartoonesque en plus dans le côté un peu standalone comme on a pour le moment quoi. Mais c'est ça qui est complètement fou pour conclure sur Die Dark, c'est que rien n'est grave, mais tout est important. Il y a une ambition, il y a des enjeux, mais en même temps pas très élevés, mais suffisamment pour t'accrocher, te donner envie de lire la suite. Il y a un espèce de mix presque parfait, je trouve, dans Die Dark, mais je crois que c'est quand même assez fou. L'enjeu, c'est de te faire rigoler. Hein. Je crois que c'est vraiment ça. Genre, elle essaye de te faire rigoler le plus possible. Et bon, après, je veux bien comprendre qu'il y a des gens avec qui ça marcherait pas du tout, même à cause de l'ambiance graphique très sombre qui peut rebuter. Mais franchement, c'est une expérience. C'est une expérience à lire. Ces mangas. Je trouve c'est vraiment. C'est pas pour rien qu'il a été numéro 1. Mais voilà, Die Dark, c'est 6 tomes disponibles aux éditions Soleil, et il est un petit peu plus cher en revanche. Oui, il est assez cher. Ouais. Il est à 13 €. Donc pour un petit format. Ouais, pour un petit format. T'as un peu plus de pages, tu vois. Si je mets un Sakamoto Days à côté, il y a quand même un peu plus de pages que je crois Sakamoto. Que c'est 210-220 Die Dark. Donc, mais bon, ça, c'est effectivement, il a une femme aussi un peu particulière. Soutenez la création originale. Ouais. Mais voilà, aux éditions Soleil, 6 tomes. Passons à la suite maintenant pour finir cette émission. Et passons à Asadora, le feuilleton manga de Naoki Urasawa en cours de publication. 7 volumes pour Asadora, c'est l'histoire de Asa, une jeune japonaise dans le Japon d'après-guerre qui devient secrètement le fer de lance de la défense du Japon face à ce qui s'apparenterait, on ne le sait pas encore vraiment au tome 7, même si on a des gros doutes, qui s'apparenterait à un kaiju. Et alors là, on est dans on est face à un enjeu qui est énorme, puisque le kaiju il s'apprête à détruire le Japon. Alors on sait pas ce qu'il veut faire, mais oui. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas ce qu'il veut faire. En tout cas, c'est une menace prise très au sérieux par le gouvernement japonais. Il a détruit 2-3 bricoles quand même. Il a détruit 2-3 bricoles. Bon, dans le tome 7, il a même pas détruit un bateau, il a pas fait exprès. Et puis il a peut-être un peu marché sur le village de la ville de Nagoya. Moi, j'avais plus ça en tête. Il a peut-être pas fait exprès. Mais il y avait un typhon en même temps, donc peut-être que c'est le typhon. On sait pas ce qui s'est passé. Et puis il n'y avait pas d'entrée pour les kaiju dans la ville. À un moment, oui, voilà, tu payes. Non mais alors là, on rentre dans le Urasawa verse, mystère dès le début. Ah c'est ça que j'allais dire, c'est que on est sur un récit qui repose principalement sur le mystère. Ça repose sur beaucoup de choses, mais c'est vrai que le ressort principal, c'est le mystère, la révélation, le dévoilement de mystère, pour peut-être en rajouter d'autres derrière, etc. Et je trouve que c'est important de dire que ça s'appelle Asadora feuilleton manga, parce que pour moi, le feuilleton manga a rarement aussi bien porté son nom. C'est vraiment une œuvre que moi je suis, tu vois, tome après tome. Bon, ça sort pas très vite, mais en tout cas que je suis vraiment de manière très assidue, parce que je suis complètement emporté par l'auteur et son savoir-faire. Moi, je sais pas du tout où il nous emmène, mais j'ai envie de le suivre, quoi. Je suis là, vas-y, mais raconte-moi la suite, dis-moi ce qui va se passer, etc. Et il y a vraiment cette dimension à la fois
où il y a vraiment le sens du divertissement, quoi. C'est vraiment ça qu'il veut faire, c'est divertir son lecteur et le surprendre et tout. Et moi, je suis complètement, moi, je suis stockholmisé, quoi. Il m'a pris en otage et là, je veux complètement savoir la suite, quoi. Bah sur le rabat de la jaquette, justement, il explique, il dit le feuilleton manga de la vie de Asadora. Asadora, le surnom d'un feuilleton fleuve matinal très populaire de la chaîne japonaise NHK, Renzoku Terebi Shosetsu. Les premières émissions ont été diffusées en 1961 et le feuilleton est toujours à l'antenne de nos jours. Même s'il y eut au fil des années plusieurs séries différentes, elles ont pour point commun la mise en avant d'une héroïne forte qui doit faire face à l'adversité pour accomplir ses rêves. Mais si ça se trouve, on sait pas, mais là maintenant, Urasawa, ça y est, il a une carrière, tu vois, il est rangé et tout, enfin, il a plus rien à prouver. Si ça se trouve, il veut faire Asadora jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Son feuilleton manga qui s'arrêtera. Ça serait marrant. Mais c'est pas impossible parce que en même temps, il y a plein d'ingrédients que je ne vois pas qu'il y avait dans ses œuvres précédentes. Alors, on a le kaiju pour la science-fiction, mais c'est le seul ingrédient de fantastique. Il n'y a rien d'autre de fantastique. Non, après, il y a quand même cette tic habituelle, tu sais, les flash-forward, les flashbacks, ou ça, bon, ouais. Ça, c'est sa marque de fabrique, hein, en même temps. Mais tu vois, je pense à Billy Bat, je pense à 20th, il y a quand même des trucs un peu plus étranges qui rôdent tout autour et tu te dis, t'auras pas la réponse tout de suite. Là, t'as que un kaiju, tu le vois au tome 5 ou 6. Mais tu le vois, tu sais qu'il est là. Alors, il peut nous réserver encore beaucoup de surprises, hein. Mais d'habitude, il en met plus. Et là, j'ai l'impression qu'il a un peu épuré, qu'il a simplifié son récit, je sais pas. Je suis d'accord qu'il a un petit peu plus sur la retenue. Alors, moi, j'ai lu que les 3 premiers tomes d'Asadora. J'ai relu justement les 3 premiers tomes ce matin parce que Urasawa, maintenant, moi, je ne veux lire que d'affilée. J'en peux plus. Et par contre, force est de constater que dès que tu ouvres le tome 1, la maîtrise, elle est dingue. La maîtrise narrative est complètement dingue. Et tu vois, j'en parlais avec un collègue et il lui disait, bah, tu vois, je trouve que c'est peut-être de toutes ces séries la moins passionnante de par son pitch, on va dire, tu vois. Oui. Mais putain, le mec, il est tellement fort que même un truc pas passionnant, il te rend ça passionnant de toute façon. Et je suis d'accord, il y a quand même des petits éléments, tu vois, ces petits éléments temporels. Ils parlent d'Asa, tu vois, dans la jungle, ils disent, ils sont déjà en train de dire Asa, elle s'appelle Asadora. C'est expliqué ça finalement après dans le tome 7 d'ailleurs. Mais je suis d'accord que c'est beaucoup plus diffus, on va dire. Et mais putain, quelle maîtrise. Voilà, je reviens là-dessus. Mais non, mais t'as raison dans le sens où c'est vrai que souvent Urasawa, il est cité même par nous comme un super créateur de pitch. Tu vois, c'est un auteur de manga où limite tu pitches ses mangas et des gens qui lisent pas du manga ont envie de s'y mettre juste parce que tu leur as pitché un truc. Il a un high concept souvent. Exactement. Et là, c'est vrai que je suis d'accord qu'il n'y a pas du tout ça. Mais par contre, dans le sens pour rebondir sur ce que tu disais, Max, il y a moins de fantastique à date, il y en a moins, c'est vrai, on a l'impression pour l'instant. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, dans le tome 7, il y a un espèce de twist qui finalement n'en est pas un, puisqu'effectivement, c'est un personnage en gros qui. Bon, en gros, là, je spoil vraiment, mais on voit le kaiju, donc ça y est, je crois que c'est une des premières fois où on le voit, parce que et en entier. Et en entier, parce qu'avant, on voyait qu'un bout de patte, un bout de queue, on n'était même pas sûr que c'était un kaiju, ça pouvait être autre chose, tu vois, on savait pas trop. Et là, on voit vraiment une espèce de monstre à la Godzilla et tout. Et à un moment donné, il y a comme une comète qui tombe sur la Terre et il y a un robot géant qui apparaît et qui va se battre contre le kaiju, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, ok, là. Attends, vous êtes sérieux là ? Là, on bascule dans autre chose. Et toi, tu dis, c'est pas si fantastique ? Non, parce qu'en fait, c'est un twist, mais qui est un faux twist. D'accord. Parce qu'en fait, tu te rends compte que ça, c'est un personnage qui est en train d'halluciner. Parce qu'il a pris des médocs et tout, et mais il visualise cette scène. Dans un titre de Urasawa, ça aurait été possible. Mais moi, honnêtement, non, mais moi, je vais plus loin que ça. C'est que je me dis, ça, est-ce que c'est pas une espèce de fusil de Tchekhov où, en gros, il nous fait croire à l'heure actuelle que c'est une vision du personnage, que c'est une hallucination, un truc, mais peut-être que ça va vraiment arriver à un moment donné, on n'en sait rien, tu vois. En vrai, on sait tellement pas où ça va, cette histoire, que ça pourrait très bien arriver à un moment donné. Surtout avec ce personnage, parce que c'est Shota qui est concerné. Oui. C'est un personnage qu'on voit depuis le tome
1 qu'on aime bien depuis le tome 1 parce que c'est quand même un petit garçon qui court, qui devient un ado qui court, qui a une passion, qui a un rêve, qui veut aller au bout de son rêve, alors que tous les jeunes personnages ont d'ailleurs des rêves et ils veulent tous aller au bout de leurs rêves. Ça devient pilote d'avion, ses copines il y en a une qui veut être catcheuse, l'autre qui veut être starlet, enfin chanteuse, idol, et lui il veut courir, ou il veut être un héros. Il veut en tout cas être quelque chose. Il veut l'impressionner aussi. Il veut l'impressionner. Et ce qui lui arrive avec les médocs sur les derniers tomes, c'est super triste. Bah oui. Moi je me suis dit mais non, tu peux pas faire ça au personnage. Et alors maintenant que tu me dis que ça se trouve c'est un fusil de Tchekhov pour nous armer quelque chose, je me dis ah ouais, ça serait vachement mieux quand même. Moi, je veux pas créer des faux espoirs. Ça se trouve, ça va pas être ça du tout. Le truc, le fusil de Tchekhov, Urasawa, il y est carrément habitué. Si vous vous rappelez 20, il y a déjà eu ce truc où tu voyais tu voyais le monstre, alors qu'au final, des tomes après, tu découvres qu'en fait, c'était une espèce de ballon de baudruche qui était préparé. Donc, il peut carrément rebondir sur ce genre de truc. Et effectivement, sur le côté dramatique, bah, tu vois, justement, en relisant le tome 1, le tout début du tome 1, mais c'est hyper triste en fait dès le début, parce qu'il y a l'ouragan, il y a le vieux, le pilote qui est là, elle qui va perdre sa famille, et franchement ça m'a, alors que je connais l'histoire, ça faisait déjà la deuxième fois je crois que je les relisais, ça m'a pris au trip parce que c'est des mots simples, c'est des... Tu sais, il y a un côté, j'ai l'impression que, alors je vais parler de manière très japonaise, mais il s'adresse à nos cœurs, tu vois, avec des phrases très cons, très lambda, c'est très jamais ça passerait, mais quand c'est lui, ça marche. Tu vois, t'y crois et tu crois en l'humanité un peu avec Urasawa. Tu crois tellement plus à l'humanité, c'est que après ce désastre, donc Asa et ses frères et sœurs se retrouvent orphelins. Et tu découvres dans le tome 2, je crois, directement, que ils ont refait une nouvelle famille avec les personnages qu'elle a rencontrés dans le tome 1. Et la famille est hyper belle. Qui ne se connaissait pas, et la famille est tellement bien. Elle est attachante, la maman, entre guillemets, on va dire, elle est hyper cool. Bah, en fait, c'est ça, c'est que je pense qu'il applique à une situation extraordinaire, puisqu'effectivement, il y a l'irruption de ce kaiju, ou même tout simplement un village dévasté par un typhon. C'est une situation extraordinaire. Peut-être pas au Japon, mais peut-être pas si extraordinaire au Japon, mais quand même. Et du coup, il applique dans cette situation extraordinaire des relations humaines très familières, finalement. Tu vois, genre, effectivement, cette histoire de famille, la relation Asa-Shota, elle est très émouvante aussi, parce qu'il y a un truc quand même de... Bah voilà, tu sens il y a le petit amour de jeunesse, d'enfance, l'amour de jeunesse. Enfin, c'est des trucs qu'on a tous traversés, de on se reverra et tout. Il y a des espèces de phrases très connes comme ça, mais appliquées à ce manga-là, elles sont très très émouvantes. Quand je sais plus, à un moment donné, il retourne dans... Tu sais, il y a une scène où elle est en contre-plongée, il redescend un escalier, elle lui dit je t'attendrai, ou un truc comme ça. Et moi, cette case, elle est super forte, alors que c'est vraiment une espèce de truc qui est très fleur bleue, tu vois. Mais c'est fleur bleue, c'est un peu bébête, mais avec la mise en scène d'Urasawa et tout. Mais c'est pour ça que je reviens sur ce truc de feuilleton manga, c'est vraiment. Il y a vraiment ça, quoi. Il arrive à pousser à l'extrême cette espèce de grammaire. Tu sais, c'est presque plus belle la vie, quoi. Genre vraiment, pardon, mais Shota qui va potentiellement devenir junkie parce qu'il prend des médocs. Tu sais, t'as vraiment l'impression d'être dans une espèce de truc des feux de l'amour à la con, ou sous le soleil, ou tu sais, les trucs où tous les événements les plus dramatiques se succèdent. Mais je veux pas qu'il lui arrive ça. Mais peut-être que ça va lui arriver, tu vois. Ou peut-être que c'est comme je disais, c'est un fusil de Tchekhov. Peut-être c'est même un fusil de Tchekhov inversé qui veut te dire qu'en fait ce fameux kaiju n'en est pas un, que c'est autre chose, tu vois, j'en sais rien. Mais bref. En tout cas, c'est vrai qu'au milieu de tout ça, il y a le savoir-faire d'Urasawa qui fait que quelque part, tu crois à tout ça, malgré le fait que c'est effectivement... ça peut paraître naïf sur certains aspects, ça peut paraître bigger than life ou too much sur d'autres. C'est une situation complètement fantastique, pas du tout réaliste, mais en fait, tu crois à tout ça parce que derrière tout ça, effectivement, t'as Urasawa et son sens de la mise en scène, son sens de raconteur d'histoire qui te fait croire à tout ça, quoi. C'est assez brillant aussi, quoi. Et alors, il y a ce truc qu'on retrouve dans Plus belle la vie et dans Asadora. Non, mais c'est vrai que quand tu le dis, c'est pas si marrant finalement. Je trouve pas que c'est une insulte, moi, en plus. Non, pas spécialement. Mais... C'est juste que on part de Marseille pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est qu'il y a énormément de personnages. Oui. Et je crois qu'à chaque tome, il en rajoute 2 ou 3. Au bout d'un moment, je vais prendre une liste, je vais presque les écrire. Et finalement, t'en as pas besoin parce que tu
tu les retiens quasiment tous. Ouais, ce qui faisait déjà un peu dans Billy Bat aussi, il y avait énormément de personnages, complètement. mais comme il y avait beaucoup aussi de temporalité, de lieux Mais et c'est tout. peut-être un peu vraiment son péché mignon. Hein. Ouais. C'est le nombre de personnages, et limite dans toutes les séries, hein, peut-être plutôt un peu moins, mais je trouve qu'il a toujours ce truc. Ouais, mais quand tu penses à un rajouter. feuilleton, finalement, c'est Ouais, normal. c'est ça, Ah bah effectivement. évidemment. Ça fonctionne, et puis comme lui, moi j'ai aucun problème, je ne critique pas Plus belle la vie, je le regarde pas, je trouve pas ça ouf, mais réussir à tenir des personnages aussi longtemps et tout, moi et je être trouve que la admiratif, hein. démarche, parce que vraiment comment dire, assumer ce truc de vraiment dire c'est un feuilleton, je trouve qu'il y a une démarche super noble, quoi, de vouloir dire genre ouais, moi j'ai envie aussi d'anoblir ce genre, le feuilleton, Ouais, qui est un truc qui est très un truc populaire, qui est réputé très populaire, et aujourd'hui on a Dieu sait combien d'œuvres devenues des classiques le Comte de Monte Cristo, c'est un feuilleton, tu vois, alors qu'aujourd'hui c'est un les grand Trois classique. Mousquetaires, Les Trois Mousquetaires, c'est des grands classiques de la littérature, il n'y a pas de débat. Bah lui, tu vois, le fait qu'il assume sa démarche et de dire bah voilà, moi je veux aussi montrer aux gens que on peut faire du feuilleton sérieusement. Enfin, en tout cas, le feuilleton n'est pas un sous-genre. Ouais, un sous-genre ou un truc à mépriser, quoi. Surtout en manga fait par Urasawa. Mais ce qui est dommage, c'est l'essence du manga, quoi. En fait, c'est que quand tu compares à certaines d'autres de ses œuvres, ça n'a pas le succès populaire que ça devrait avoir. C'est un manga d'Urasawa quand même. Enfin, on a un des maîtres du manga et de la narration actuel encore vivant qui est toujours encore en train de faire une œuvre à fond, et on n'est pas plus nombreux à se jeter dessus. Bah, il est un peu moins sexy, hein, celui-ci, en même temps, encore par une fois, rapport le high aux concept, autres. Ouais, c'est ça. le high concept qui est moins accrocheur. Même les couves, elles sont tradies quand même. J'allais dire les coups, ouais, pardon. Mais c'est, oui, il y a on va dire qu'il se simplifie pas la tâche pour aussi. Tu vois, c'est sûr que s'il nous avait fait un nouveau récit de je sais pas quoi, de SF ou un thriller d'anticipation, un truc, il y a un kaiju dedans. Ou même, je sais plus, une c'est fois, la mode, les kaiju. quand on avait fait l'émission sur lui, j'avais dit je kifferais trop le voir sur un récit de samouraï, tu vois, un truc, j'en sais rien, mais il aurait fait un truc beaucoup plus balisé. Ça aurait peut-être. Et encore, c'est balisé avec ses codes à lui, tu vois. Ça aurait peut-être plus pris. Là, effectivement, il s'est peut-être pas facilité la tâche, mais en même temps, je trouve ça tellement. Je sais pas comment dire, pur comme démarche, quoi. Ouais. Et enfin, moi, il faut soutenir à fond, quoi. Et puis cette série est vraiment mortelle, quoi. Puis là, je trouve qu'il y a un côté perfection. Il y a un côté vraiment où quand je relis ces 3 tomes de Asadora ce matin, je me dis mais il y a rien à jeter. Chaque plan est signifiant. Le plan est bien pensé. Le dialogue que je trouve trop fleur bleue, en fait, il me touche un peu en plein cœur quand même. J'ai une notion un peu de perfection de la narration chez Urasawa de manière générale, mais sur celui-ci encore plus, parce que j'ai l'impression que c'est un récit un peu plus calme, et j'ai l'impression qu'il est vraiment en totale maîtrise de ce qu'il fait. Ouais. Puis il y a du fond quand même, quoi. Il y a quand même, ça parle de sujets, voilà. Il y a quand même un fond historique très, très, très précis, très détaillé. Il y a ce truc des relations de c'est quoi la famille, comment aussi tu surmontes un deuil aussi, parce que voilà, elle a potentiellement perdu sa famille, elle s'en est reconstruit une autre, sa relation avec son mentor avec qui elle fait de l'avion et tout. Enfin, tout ça, c'est des trucs quand même super profonds, traités malgré ce traitement un peu naïf, comme on pouvait dire. Mais voilà, il a beau prendre une forme qui peut avoir l'air un peu, voilà, un peu naïve, ça lui empêche pas d'avoir du fond, quoi. Et puis il y a le background du moment à laquelle se passe cette histoire. Lui, il dit que ça, quand il l'a lancé, on était en 2018, il y pensait depuis 7 ans, où il travaillait, où il l'avait en tête depuis 7 ans, cette histoire. Donc on était en 2011, les Jeux Olympiques de Tokyo devaient avoir lieu en 2020, finalement ça arrivait en 2021, et lui, il a décidé de placer cette histoire en 1964, au moment des précédents Jeux Olympiques de Tokyo, pour évidemment avoir un miroir de l'époque. Sauf que nous, on arrive en 2024 avec les Jeux Olympiques de Paris, et il y a des choses qui me parlent quand je les vois aussi, dire ah mais non, on peut pas aller à l'aérodrome parce qu'il y a le marathon des Jeux Olympiques qui nous embête et tout. Et là je fais je pourrais pas aller au boulot à Issy-les-Moulineaux parce qu'il y a le marathon qui doit passer là et ça va être la galère. Et je sais pas, moi C'était une bonne idée, hein, déjà de base, de réussir à faire cette temporalité là. Bon, malheureusement c'est un peu écorché, mais au moins ça compte pour nous,
Il l'avait pas prévu pour nous, mais ça compte. Moi j'aime bien, je me place totalement dedans et je trouve ça limite presque contemporain. Sauf que bon, moi, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas internet et il y a plein de choses qu'ils n'ont pas, mais voilà, je trouve ça presque contemporain pour ce côté Jeux Olympiques dans ta ville, quoi, en tout cas. De toute façon, il a toujours eu une grande force aussi. Il y a sa narration, sa mise en scène, mais une capacité à te faire croire au contexte dans lequel se passent ces histoires aussi. Tu vois, genre, tu prends Monster. T'as vraiment l'impression d'être en Allemagne, tu vois, post-effondrement du mur de Berlin, ces trucs-là, tu vois, c'est vraiment tous les contextes de ces histoires, il arrive à les rendre crédibles, je pense, parce qu'il y a un énorme travail de documentation. Je pense bien. Sur Billy Bat, par exemple. Et Billy Bat, exactement, Billy Bat, je pensais même pas à Billy Bat, mais effectivement, toutes les périodes historiques que ça traverse et tout. En plus, Billy Bat, il va du Japon féodal aux États-Unis, à l'Amérique des années 60, tu vois, mais c'est. Fait un petit coucou par Hitler. C'est ça. Mais ouais, il a vraiment cette force-là, et là, Asadora, ouais, t'as vraiment l'impression d'être plongé dans le Japon de ces années-là, quoi. Asadora, feuilleton manga de Naoki Urasawa, c'est aux éditions Kana. 7 tomes sont aujourd'hui disponibles et bonne nouvelle, le tome 8 arrive au mois de juillet pour Japan Expo à peu près. Fait. Merci de nous avoir suivis sur ces 3 premiers mangas de nos mangas à suivre. La première partie de nos mangas à suivre. Vous voyez, on est obligé un peu de se limiter, mais on pourrait parce qu'on faire... n'a même pas parlé de la force des personnages. Mais oui, mais il y a tellement de trucs dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de Spectrum dans Die Dark. Mais oui, et son et de la façon dont il a été créé avec le... Bref. On n'a même pas parlé que dans Die Dark, il y avait une dédicace directe dans le tome 6 à la scène de l'ascenseur d'Old Boy. On a tellement de trucs à dire. Vous voyez qu'on est assez passionné par tous ces titres. On se retrouve donc la semaine prochaine pour faire les 3 autres mangas, donc Dan Dadan, Journey Beyond Heaven et j'ai oublié le 6e, les carnets de l'apothicaire. Merci Cagnard. Puis on se retrouve dimanche pour le supplément. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Salut. Salut.